C'est le sujet de cette émission, en se demandant est-ce que la justice est aux ordres? Est-ce que la Cour suprême est aux ordres? Jean-Marc Léger, lorsqu'il était là il y a quelques jours, vous a expliqué l'importance de la justice, qui est le dernier pilier qui continue à résister à Trump. Toutes les fois, on vous démontre qu'au niveau du quatrième pouvoir, la presse, ce n'est plus vraiment le cas, qu'en termes de politique, il n'y a plus aucune résistance au niveau du Congrès. C'est terminé, un Sénat ou Chambre des représentants. Donc, il reste la justice. Mais il y a cette récupération politique de la justice. Et on va, pour une seconde, sortir de la Cour suprême je veux absolument que vous voyez la vidéo que je vais vous présenter. C'était la semaine dernière. On est au Sénat. Et c'est une session de confirmation de candidats donnés par l'administration Trump pour devenir des juges fédéraux. C'est extrêmement important. Tous les présidents le font. Ils essayent de placer des juges qui ont les mêmes opinions politiques qu'eux pour contrôler le système judiciaire, pour pouvoir gagner en appel ce qu'ils ont perdu. Souvent, on le voit que lorsque Donald Trump part en appel, on essaye de se débrouiller pour que la cour d'appel, ça soit tel ou tel district pour espérer qu'il y ait un juge favorable. On voit que sur certaines questions, par exemple, tout ce qui est question autour de la pilule d'avortement, vous allez voir que toutes les plaintes sont déposées dans la même ville du Texas. Pourquoi ? Parce que c'est le seul endroit des États-Unis où il y a un seul juge en place, un juge fédéral. Pourquoi c'est important ? Parce que quand vous allez déposer une plainte, le juge qui va s'en occuper, c'est ce qu'on a vu avec la juge Cannon en Floride, est tiré au hasard. Là, si vous allez déposer cette plainte dans cette ville du Texas, il y a un seul juge fédéral. Donc, il n'y a pas de hasard. C'est lui qui va avoir votre dossier. Et pourquoi c'est important ? C'est parce que c'est quelqu'un qui a été formé par tout ce qui est l'école fédéraliste et le mouvement anti-avortement. Donc, vous savez que lui va prendre une décision favorable qui va limiter, encore une fois, le droit des femmes au droit à l'avortement. Vous savez que c'est que le premier départ, mais vous avez besoin de ce départ pour après passer en appel. Et donc, pour passer les appels, pour arriver peut-être jusqu'à la Cour suprême, peut-être ça ne sera même pas le cas, vous avez besoin de juges favorables. Et donc, la semaine dernière, ce sont des candidats choisis par Trump pour devenir des juges. Alors, vous allez voir, ces candidats, je n'ai pas dit candidates, ce sont des hommes blancs, et ce sont des hommes blancs jeunes, parce que énormément de positions, lorsque vous êtes un juge fédéral, sont des positions à vie. Et vous allez voir que lorsqu'on leur demande une question simple, qui est celle de qui a gagné l'élection de 2020, tous ces juges qui demain vont exercer, parce qu'ils vont être nominés parce qu'il y a une majorité républicaine, refusent désormais de reconnaître, en tout cas de le dire, de reconnaître la victoire de Joe Biden en 2020. Vas-y Thomas. So you said the bloc. Who won the 2020 election? I'd say that President Biden was certified the winner of the 2020 election. He won the election. Is that your response? Senator, I think my response is he was certified as the winner by counting the electoral So you're unwilling to say he won the election. How about you, Mr. Roberts? I have the same answer as my colleague, Senator. Same answer as the previous one? The previous nominee. The Senate did. Mr. Coons, how about you? Thank you, Senator. And I have the same answer as Mr. Same answer. Unwilling to say that Joe Biden won the election, correct? As Mr. Hendershot said, it has become a matter of political concern, and Joe Biden. Well, it's a matter of political winner. concern, but it's also an issue of fact. Is it not? Joe Biden was, in fact, certified the winner of the 2020 election. Mr. Mark? Same answer, Senator. I am amazed and really appalled that nominees for a lifetime appointment to the federal bench are unwilling to
respond on an issue of fact. And I'm not going to try to get an answer out of you because clearly you've been rehearsed to provide a stock answer, which I think really reflects not only on your honesty, but really on your fitness to be a federal judge, because you are supposed to be independent and to arrive at the truth based on the evidence before you. And I think it's pretty irrefutable that Joe Biden won the election, but you're unwilling to use that word because you are afraid. You are afraid of what? President Trump? That is exactly what we do not need on the federal bench today. We need jurists who are fearless and strong, not weak and pathetic. I can't tell you how disappointed I am. We can disagree on issues of law. We can disagree on issues of fact, but for you to simply avoid a factual and responsive answer, I think, is a disrespect to this committee as well as to us. Super Alors, fort. Je voulais vous passer cette vidéo dans ce montage, son intégralité. Donc, c'est Richard Blumenthal, c'est un sénateur, démocrate du Connecticut. Et ce moment est fou. Ce moment est fou et évidemment, des millions d'Américains ne le verront pas. Ce moment est fou et évidemment, aucun média mainstream parlera de ce problème-là. Et ce moment est fou, mais malheureusement, ces juges-là seront certifiés et deviendront des magistrats. Et donc, on voit ce discours où il dit, voilà, vous êtes supposés être indépendants et vous ne l'êtes pas. Il y a un moment qui est intéressant aussi dans cette audition, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un hot mic, où il y a le sénateur républicain Chuck Grassley. On en a parlé, combien il a 80 Chuck Grassley, 93 ans, je crois. Presque 94. Ouais, qui est donc le doyen. C'est lui qui est le numéro 1, 2, 3, 4 dans l'ordre du pouvoir aux États-Unis, président, VP, speaker et le vétéran président per tempore du Sénat, qui, ne sachant pas que son micro est ouvert, se tourne vers un assistant et lui demande pourquoi il refuse de dire que Joe Biden a gagné. Donc lui, apparemment, il n'a pas eu le mémo parce que, évidemment, il faut montrer, c'est toujours, on est là, on fait, c'est une audition pour un. Il faut montrer à Donald Trump qu'aujourd'hui, le nexus, cette preuve de fidélité, c'est de venir dire la victoire de Biden a été certifiée par le Sénat, mais je ne peux pas dire qu'il a gagné parce que l'élection est truquée. Et c'est extrêmement grave parce que demain, ne nous trompons pas, en 2026 et en 2028, les élections vont se terminer devant des juges, encore une fois. La certification, avant d'être publique, on va avoir du temps à avoir des résultats officiels. Elle va partir devant des juges, comme ça avait été le cas en 2020 avec ces 63 procédures tentées par Donald Trump, Rudy Giuliani, etc., etc. Et à la fin, ce seront ces hommes-là qui, vous aurez vu, que vous voyez, qui devront certifier une défaite d'un candidat républicain, pas certifié parce que justement la certification restera aux politiques, mais devront juger du bon fondement d'une procédure. Ouais, Thomas, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est exactement ça. C'est à garder en tête. C'est fou d'être arrivé là dans le passage qu'on a vu, de voir que ce sont des juges, et c'est bien le mot que Blumenthal a utilisé, qui ont peur
de opposer Trump, de dire quelque chose, même pas, on nous demande même pas de critiquer Trump là. On demande juste de parler d'un résultat d'élection que vous savez, Trump refuse d'admettre publiquement, mais en privé, il admet publiquement qu'il a perdu. Ce n'est même pas, on vous demande pas grand-chose là. Ce n'est pas ce fameux line in the sand et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui ne devrait pas être une épreuve. Et donc, si vous n'êtes pas capable de faire ça, qu'est-ce que ça veut dire sur ce que vous allez faire quand le moment est difficile? C'est vraiment effrayant de voir ça. Et donc, on est dans ce genre de situation. Gardons-le en tête parce que les élections, encore une fois, vont se passer devant les tribunaux. Et donc là, dans ce système qui a été créé par cette Cour suprême qui, je vous l'ai dit, revient sur des lois sans supprimer les lois, revient sur des précédents sans vraiment supprimer les précédents, on est dans une situation où la Cour suprême, au lieu de rajouter de la clarté, rajoute de la complexité et rajoute de la dépendance à ce système judiciaire. Si aujourd'hui, vous prenez, et c'était intéressant de voir les analyses à chaud du texte du texte de Alito, de la décision 6-3 de la Cour suprême, les premières analyses, c'est de se dire, OK, c'est pas une remise en cause, donc ça touche que la Louisiane, même Brad Parscale le disait, ça va toucher que la Louisiane et l'impact va être limité. Au même moment, d'autres disaient, non, et entre autres, allez lire le dissent qui a été écrit, donc l'opinion contraire qui a été écrite par une juge qui a participé à ces discussions, qui est la juge Kagan, qui, elle, disait non, ne nous trompons pas, c'est une annulation de cette loi. Et dans tous les cas, il y avait une certitude. Moi, ça a été la première certitude lorsque je l'ai lu. Je me suis dit, la manière dont Alito écrit son texte, c'est un texte qui est sujet à interprétation. Ce qui veut dire quoi? Qui va être sujet à plainte devant les tribunaux. Et en bout de course, c'est qui va décider si la demande de tel ou tel État est conforme à l'esprit de la décision d'Alito? Ce sont ces juges-là que vous venez de voir. C'est bien ça le problème. Ou pire, ça va retourner jusqu'à la Cour suprême. Cette décision 6-3 de la Cour suprême garantit des dizaines d'années de procédures État par État. Et c'est pour ça que l'enjeu de la justice est aussi important. Et c'est pour ça que, mais malheureusement, ce n'est pas un terme de campagne, que l'enjeu de l'élection de 2016 était aussi importante parce que si en 2016, et ça ne s'est pas joué à grand-chose, Donald Trump ne gagne pas l'élection, imaginez comme la société américaine continue à évoluer, à progresser, et ne fait pas, dans tous ces sujets, des retours en arrière où aujourd'hui, à cause de cette cour conservatrice, les États-Unis sont au mieux où ils étaient il y a 70-80 ans, au pire, encore plus tard dans l'histoire. Tout ça parce que les Américains, en général, ne s'intéressent pas à ces sujets, ne comprennent pas l'impact de ces décisions-là sur leur quotidien, parce qu'il n'y a pas de travail pédagogique des médias là-dessus, ça c'est une certitude. Il n'y a pas une incitation à suivre des études aux États-Unis où vous pouvez en témoigner, Thomas et Cody. Je ne sais pas combien de fois, Cody, je me tourne vers toi, dans le processus scolaire, vous avez eu des discussions sur le fonctionnement de la Cour suprême et comment ces sujets sont extrêmement importants pour le quotidien de chacun. On nous explique que c'est la cour la plus, ici on dit la plus haute, la highest court, donc celle où
c'est le sommet de la justice et la loi américaine qu'il y a tellement de décisions importantes, on va se tourner en disant c'est grâce à la Cour suprême qu'on a ces droits ou ces décisions. Et c'est vrai, quand on regarde l'historique du pays, vu qu'il y a 50 États, donc 50 systèmes différents, c'est grâce à la Cour suprême qu'on a des lois qui deviennent une loi pour tout le monde en disant, OK, on va tous dans le pays faire comme ci ou comme ça. Et c'est important de pouvoir se tourner vers la Cour suprême et se dire, on sait qu'elle est là pour nous protéger et avec nos droits de la Constitution. Et souvent, c'est ça. Vous voyez qu'il y a un État qui va contre une constitution et contre la Constitution, et donc c'est la Cour suprême qui doit intervenir pour remettre au clair ce droit-là. Et aujourd'hui, on n'est pas dans ce cadre de se dire, si je sais qu'un jour j'ai mes droits qui sont enlevés, je peux me tourner vers la Cour suprême et elle va me rendre ces droits. Non, c'est clair qu'on est dans cette situation-là où, pour balancer cette illusion d'indépendance, de temps en temps, la Cour suprême va prendre des décisions qui vont s'opposer à Donald Trump, qui sont souvent sur des textes grossiers. Je suis persuadé que, peut-être je vais me tromper, mais je ne le pense pas, que sur la question du 14e amendement, la demande de Trump est tellement grossière et tellement énorme que la Cour suprême ne va pas pouvoir se mettre avec Trump. Pareil sur la question des tarifs, parce que l'utilisation de la loi de Trump était tellement énorme et tellement hors la loi qu'il ne pouvait pas. Mais le plus important, ce ne sont pas ces une ou deux décisions qui vont dans ce sens-là, c'est tout le reste qui se passe semaine après semaine, et entre autres sur le shadow docket. Et cette question de dire c'est une interprétation de la loi, seule la Louisiane pourra peut-être faire quelque chose, introduit ce sentiment où on ne sait plus, comme vous le disiez Cody, on ne sait plus. Et dans les jours qu'on suivit, lorsque on a tenté de faire le calcul de combien de sièges ça allait donner, parce qu'à terme, ça veut dire quoi ? La décision de la Cour suprême donne aux républicains le pouvoir de revenir sur ces cartes électorales. On vous a montré cette carte électorale. Il y a la Géorgie, par exemple. Il y a l'Alabama, où vous voyez, on va revenir en assuré. Ce sont ces districts qui vont être enlevés aux démocrates pour devenir entièrement rouges. Et lorsque on regarde cette interprétation, et donc on revient sur ce découpage électoral, il y a un mot qui est apparu et qui vous montre toute l'issue du problème, en disant, OK, s'il y a une interprétation maximaliste de la loi, peut-être ça veut dire que les républicains vont pouvoir reprendre une douzaine de sièges aux démocrates avant les élections, de manière automatique. C'est un complément à ce que Donald Trump a déjà lancé au Texas, qui est ce redécoupage électoral sur la seule volonté du gouverneur, avec la réponse de Gavin Newsom. On a vu la Virginie, etc., etc. Et là, je me dis, avant de regarder les différentes analyses, de se dire, mais est-ce que c'est normal qu'une décision de justice entraîne à se dire, selon l'interprétation que les républicains voudront bien en faire, ça peut être 2 sièges. On va voir dans le calcul Scotus-Thomas, ça peut être 2 sièges, ça peut être 4 sièges, ça peut être 6 sièges, ça va dépendre. Et c'était une question de ces derniers jours, de se dire, OK, est-ce que les républicains vont tenter l'impossible, donc d'utiliser cette loi maintenant, et de créer cette espèce de never-ending majorité, donc de cette majorité qui termine très bien. On va voir qu'il y a des remarques qui vont en disant non, c'est plus compliqué que ça. Et au-delà de ça, on va parler de la réponse des démocrates, parce que c'est obligé qu'il y ait une réponse démocrate, du moins obligé.
la première fois qu'il y a eu ce découpage massif en faveur des démocrates, c'était en 2010. C'est le mouvement qu'on appelle Red Map. Et les démocrates n'ont absolument rien fait. Donc c'est un découpage des républicains qui ont permis d'avoir une majorité constante pendant des années, plus de 10 ans de majorité, quel que soit le président, de 10 ans de majorité à la Chambre des représentants, grâce au découpage, où le 218e siège, celui qui permettrait de basculer, était un siège républicain plus 10, donc il fallait une super performance, c'est ce qui s'est passé sur le dernier mandat de Bush pour permettre à la gauche de revenir prendre le pouvoir, parce que mathématiquement, c'était impossible, et les démocrates n'ont pas répondu à ce découpage-là en 2010. C'est pas la même génération aujourd'hui, on va le revoir. Mais donc, dans la réalité, c'est que au-delà de 2026, la véritable question qui se posait, et on a un élément de réponse, c'est de se dire, est-ce que les républicains vont se dire, bon, on va refaire tout de suite la carte de Louisiane et peut-être une autre, et le véritable problème, c'est en 2028 et 2030. Le cœur de la décision de Alito et le calendrier, c'est vraiment ça. C'est que cela va permettre aux républicains de venir mathématiquement récupérer une bonne dizaine de sièges, voire plus, d'ici 2028, voire plus en 2030. Mais ça, c'était sans compter sur Donald Trump. Donald Trump, lui, s'est dit, c'est ma chance de renverser la tendance pour les élections qui arrivent, celles de novembre. Tout le monde s'est dit, non mais c'est impossible. Les républicains vont respecter les élections, les républicains vont respecter des élections, des primaires qui sont déjà en cours, et ils ne vont pas partir sur cette position maximaliste. Mais Donald Trump a mis la pression sur plusieurs États. Je vais vous montrer le Mississippi, par exemple, qui ne devait pas revoir sa carte. Peut-être il l'aurait revu en 2028. Donald Trump a demandé à ce que le Mississippi revoie sa carte maintenant. Donc on utilise l'interprétation de Alito pour dire il faut le faire tout de suite. Ouais. Et l'exemple le plus fou, c'est en Louisiane ou en Alabama. On va regarder en Alabama et après je vais vous raconter ce qui est en train de se passer actuellement en Louisiane, où le gouverneur Landry, donc le gouverneur Landry, vous le connaissez, c'est lui aussi qui est en charge du dossier du Groenland. C'est Donald Trump l'a nommé. Donc, du côté d'Alabama, il y a eu une proclamation officielle pour dire hop, 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 il y a des élections là qui arrivent, on arrête tout. On arrête tout. Il y a le gouverneur d'Alabama qui dit non, on va avoir tout de suite, cette semaine là qui arrive, une réunion avec les élus, majorité républicaine, pour voir si on ne peut pas changer la carte immédiatement. Mais le pire, c'est en Louisiane, parce que les primaires en Louisiane sont en cours. Les primaires sont en cours sur la carte, sur celle-là. Il y a des candidats, il y a des campagnes. Les bulletins de vote ont déjà été envoyés pour les militaires dans tout ce qui est pour les Américains qui vivent à l'étranger. Il y a campagne. Et du coup, le gouverneur Landry, sur demande de Donald Trump, a décrété l'état d'urgence en Louisiane. Un état d'urgence en Louisiane. Il n'y a pas de catastrophe. Non, il y a une décision de la Cour suprême. Et donc, en utilisant l'état d'urgence, Landry a cessé les élections qui étaient en cours. Je ne sais pas si vous comprenez la portée de ça. Gravité, donc, bien sûr. ils ont cessé le processus électoral en disant non, c'est possible que on utilise la décision de la Cour suprême pour avoir une nouvelle règle. C'est la pire attaque contre la démocratie. C'est qu'on se retrouve dans cette situation où, désormais, certains élus ont la possibilité, on rentre dans le plan de comment Donald Trump souhaite voler l'élection présidentielle, les élections 2028, mais d'abord novembre prochain,
en disant, ben voilà, on peut, dans les États où c'est possible, et heureusement, vous allez voir, c'est limité, mais la manière dont, souvent je vous le dis, Donald Trump, il n'a pas un bouton sur C'est ça. lequel il peut appuyer parce que les élections ne sont pas au niveau fédéral, donc il n'a pas de bouton sur lequel il peut appuyer en disant « Hop, j'annule les élections », mais parce que c'est géré au niveau des États, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus en termes de constitution, mais par contre, il a des alliés qui sont dans des postes clés. On l'a vu avec Abbott, on le voit désormais avec Landry, qui sont en position de dire « Ah non, mais je décrète un état d'urgence parce que on va changer la carte électorale, on va s'appuyer sur une décision de la Cour suprême. » Et donc, la Louisiane va changer sa carte électorale. Et en ce moment, il y a le même effort au Tennessee aussi, dans un autre État républicain. Il y a la Géorgie, il y a évidemment la Floride, parce que au niveau de la Floride, Ron DeSantis a oublié qui a oublié que Trump l'avait insulté pendant des années. Je vous rappelle qu'il avait tenté de lancer le surnom de Meatball, qui est une boulette de viande, qui était une manière de se moquer, c'est du racisme, en disant non, non, je ne l'ai jamais appelé Meatball, moi c'est Meatball, lui jamais Meatball, pourquoi Meatball, etc. C'est une manière de dire il a des origines italiennes. C'était une autre forme de racisme de la part de Donald Trump. Aujourd'hui, DeSantis veut rejoindre l'administration Trump. Trump a déclaré qu'il trouvait que c'était un very good guy, donc vous savez où ça va aller. Et donc la Floride va tenter de revenir sur sa carte et en disant est-ce qu'on peut utiliser cette carte-là parce que cette décision elle dit deux choses. Elle dit que on ne peut plus faire de découpage pour tenter de corriger un déséquilibre racial. Donc ça ne veut pas dire des Noirs américains, ça veut dire aussi des communautés hispaniques. Et au-delà de ça, la décision va plus loin, c'est que DeSantis dit non, mais par contre, un découpage pour des raisons politiques, c'est acceptable. Ouais. C'est acceptable. C'est bien le problème quand on parle des élections, c'est que c'est frustrant de voir, il y a tellement de personnes qui sont persuadées que le 3 novembre, le 2 novembre, le 4 novembre, Trump va passer à la télévision et dire « ça y est, pas d'élection, j'ai les militaires qui sont avec moi, je prends le pays », qu'en fait, on ne voit pas que là, à des mois avant l'élection, à 6 mois avant l'élection, ce n'est pas Trump, mais ce sont ses gouverneurs, ce sont ses juges, ce sont ses États qui sont en train de mettre en place les excuses, on va dire, plus ou pas légales, mais voilà, avec la Cour, qui va permettre le même résultat que si Trump disait « oui, j'envoie les soldats aller arrêter les élections ». Et par contre, c'est quelque chose que les plupart des gens ne suivent pas, ne comprennent pas et ne voient pas. Non, exactement. Vous avez vu le temps que je prends pour essayer et évidemment, je fais des raccourcis parce que c'est extrêmement complexe. Mais cette complexité est voulue. La réponse, la manière dont Alito écrit son jugement, qui rajoute de la confusion, il y a une complexité voulue pour que le Kidam ne comprenne pas ce qui est en train de se passer et qui fait que un gouverneur décide de déclarer un état d'urgence dans un État pour dire on va revoir la carte électorale. Donc là-dessus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la balle est dans le camp des démocrates. Alors, on va faire une petite pause et ça va être la dernière partie de ce dossier. Je vous rassure, il est passionnant, hein, c'est un dossier qui est extrêmement passionnant parce qu'on est vraiment, on a ouvert là le capot, on a la tête dans le moteur de la démocratie américaine et on a la tête dans une partie de l'émission. Je vous ai dit que je préparais cette énorme émission en plusieurs épisodes sur comment Trump souhaite voler l'élection de novembre prochain, les midterms. Ça en fait partie. Et donc, on va s'interroger ensemble, se dire, OK, mais est-ce que on peut faire quelque chose pour arrêter ce piratage de l'intérieur du scrutin démocratique ?
On a la réponse tout de suite après ça.